16h46, bienvenue, c'est l'heure de votre grand dossier consacré ce soir à cette question. Négocier, résister ou riposter, quelles sont les options de Vladimir Poutine dans sa guerre? Le président russe est sous pression, acculé par Volodymyr Zelensky qui lui donne 40 jours pour négocier la paix. Pendant ce temps, le président ukrainien promet un déluge de drones et de missiles sur Moscou. Comment le rapport de force est-il inversé à ce point? Zelensky a-t-il les moyens de ses ambitions? On s'interrogera notamment sur ce missile 100% ukrainien, le Flamingo, qui aurait visé encore une fois un dépôt militaire russe cette nuit. Comment va répondre Poutine? Va-t-il être obligé de s'asseoir à la table des négociations ou bien répliquer encore plus fort? Vous verrez que dans la bouche des propagandistes russes, comme à chaque fois lorsque le ciel s'assombrit, la menace nucléaire revient en trombe. Une chose est sûre, la grogne monte en Russie face à cette guerre qui n'en finit plus et qui affaiblit l'économie. Mais écoutez d'abord le président russe Vladimir Poutine, il y a quelques jours maintenant, qui reconnaît presque que la stratégie ukrainienne est payante pour le moment. Tous ces drones, toutes ces frappes contre les infrastructures civiles, dans quel but? Pour déstabiliser la société. Bien sûr, avec un tel impact, avec tout l'Occident à leur service, ces drones volent en nombre considérable. Donc ils veulent semer le doute sur les actions de l'armée russe. Ils ne tiennent même pas compte de ce qui se passe sur le front. Nous les pilonnons chaque jour, sans exception, et nous atteindrons notre objectif. Et pour parler de cette stratégie ukrainienne qui semble payante, on en parle avec mes invités. Claire Cambier, reporter international LCI, merci d'être avec nous ce soir. Vincent Crouzet est également avec nous. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Expert en renseignement, écrivain, auteur de votre autobiographie Le jour où je suis devenu espion aux éditions de l'Observatoire. Romuald de Sciorra est également avec nous. Bonsoir Romuald d'Essayis, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis et de l'IRIS, auteur de ce livre America 250 aux éditions Les Nouveaux Éditeurs. Stéphane Marchand est également avec nous. Bonsoir Stéphane, ravi de vous accueillir. Chroniqueur aux Échos, ancien correspondant à Jérusalem et à Washington. Et puis Ulrich Bouna est également avec nous, analyste géopolitique. Bonsoir Ulrich, chercheur chez Eurocreative. Le général Olivier Kempf est également en ligne avec nous. Bonsoir général, vous êtes ancien général de l'armée de terre, chercheur à la FRS. Voilà pour le casting de ce grand dossier. Mais d'abord, on commence par ces dernières informations avec cette annonce faite par Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, Kiev qui a frappé une nouvelle fois ces dernières heures une usine militaire russe du côté de Volgograd avec ces derniers missiles 100% ukrainiens. Flamingo, Kiev qui poursuit donc sa stratégie de pilonnage lancée depuis des jours. Il y a 36 heures maintenant, 660 drones ont été envoyés sur Moscou. Des drones qui ont également été envoyés sur la Crimée. On va faire le point ce soir sur les moyens dont l'Ukraine dispose aujourd'hui pour faire sa guerre et faire cette nouvelle stratégie avec vous. Claire Cambier, vous nous rejoignez à l'écran parce qu'évidemment, Volodymyr Zelensky, on l'a dit, a lancé donc cette opération de 40 jours pour faire plier la Russie. Il a annoncé aujourd'hui que ces missiles Flamingo ont frappé un complexe industriel sur le sol cette nuit. Ces missiles, ce sont l'un des fleurons de l'industrie ukrainienne. Oui, exactement. Ce missile Flamingo, il est utilisé depuis 1 an. Alors cette nuit, ils ont frappé Volgograd. On est plutôt proche de la frontière ukrainienne, 350 km. Mais ce type de missile, on va le voir bientôt sur cette fiche d'identité, il a une portée de 3000 km. C'est énorme. Il vole à 950 km/h. Il est capable d'emporter une ogive nucléaire de plus d'1 tonne. Donc imaginez, il est plus destructeur que le missile américain Tomahawk. Et il a une grande précision. Alors au début de la guerre, l'Ukraine ne disposait que de quelques missiles de moyenne, courte portée. On voit aujourd'hui l'évolution de la capacité industrielle militaire. C'est la start-up Firepoint qui les produit. On sera à 3 missiles par jour et l'entreprise travaille déjà sur 2 autres projets, FP7, FP9, des missiles encore plus puissants. Leur grande force, c'est qu'ils sont 100% ukrainiens. L'Ukraine les utilise donc sans restriction et ça fonctionne. Écoutez ces commentateurs à la télévision russe, il parle de la situation en Russie. Dans ces négociations avec Trump, la partie ukrainienne insiste sur le fait que le rythme de notre progression ralentit et que, par ailleurs, l'intensité de leurs frappes augmente. Le problème, c'est qu'il y a des risques. Ce sont des risques très graves. Cet été risque d'être le plus difficile de mémoire récente pour tout le monde en réalité. Oui, notre pays traverse actuellement la période la plus difficile qu'il ait connue au cours des 80 dernières années.
Et les difficultés actuelles de la Russie, elles se concentrent également sur ces frappes de drones à longue portée. Exactement, c'est la grande force des Ukrainiens. Là aussi, la production industrielle a énormément progressé. On était à quelques milliers au tout début de la guerre, 4 millions en 2025 et l'objectif est de viser les 7 millions cette année. Ces chiffres, ils comprennent évidemment aussi les drones FPV qui sont largement utilisés sur le front. Il y a une de nos équipes qui a pu visiter une entreprise qui produit ces drones de longue portée. Vous allez le voir ici en images. On leur a confié dans cette usine en produire 200 chaque jour. Des drones envoyés en Crimée, envoyés en Russie et Moscou peine aujourd'hui à y faire face. Merci beaucoup. Il y a un son, je crois que on écoute. On devait écouter, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on écoutera ce son juste après. Merci beaucoup Claire pour ces frappes. Les chiffres sont éloquents. 3 missiles Flamingo qui sont produits chaque jour, 200 drones produits chaque jour. Est-ce qu'à ce rythme-là, Vincent Crouzet, l'Ukraine va réussir peut-être à asphyxier la Russie ? Oui, avec deux axes, enfin du moins une stratégie double, à la fois les frappes en profondeur, donc sur Saint-Pétersbourg, sur Moscou, tel qu'on l'a vu au cours des dernières semaines, et puis l'asphyxie de la Crimée, avec les frappes sur les 3 axes au nord, donc qui permettent aux Russes de ravitailler les Criméens. Donc, vous savez, il y a 3 axes principaux. Il y a un axe qui est au sud de Kherson, qui passe par Armiansk, qui est l'axe principal, qui est frappé tous les jours par les Ukrainiens. Quasiment plus aucun convoi militaire ne peut passer par cet axe-là. Vous avez l'axe de Chonhar avec un pont aussi qui a été frappé. Aujourd'hui, on ne peut plus emprunter ce pont. Et puis un 3e axe un peu moins important, plus à l'est. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus que le pont de Kerch qui permet à la Crimée d'être ravitaillée par la Russie avec d'énormes embouteillages puisque les Criméens le prennent pour se ravitailler en carburant de l'autre côté russe. Donc en ce moment, les Ukrainiens font très mal aux Russes et ils ont toutes les touches du piano aussi, si j'ose dire. Zelensky peut à la fois utiliser les forces de système sans pilote de Robert Brovdi, qui coordonne toutes les forces dronistes ukrainiennes, et puis également le SBU qui est chargé plus particulièrement de la Crimée, donc le service de sécurité qui se charge des opérations en Crimée. Je rappelle qu'on est en ligne avec le général Olivier Kempf. Général, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui on peut légitimement penser ou dire que l'armée ukrainienne est devenue presque autonome ? Alors, de toute façon, sur les décisions qu'elle prenait sur le terrain, elle a toujours été autonome depuis le début. Elle dépendait beaucoup, au début de la guerre, de renseignements qui viennent de l'extérieur, et une partie de ces renseignements continuent de venir de l'extérieur, mais par les satellites et ce genre de choses. Même chose sur les liaisons Internet et 4G qui sont fournies par le réseau Starlink d'Elon Musk. Donc elle a encore des dépendances à l'extérieur. Et puis, ce qui posait la question, c'était celle des munitions et des équipements. Alors les équipements, on voit qu'il y a quand même une difficulté parce que les Européens et les Américains n'en fournissent plus, parce qu'il n'y a plus rien à fournir. Je parle pas seulement des drones. Les drones, il y a une construction autonome. On voit maintenant sur les missiles. Et donc, on voit bien que sur tout un tas de segments, finalement, les Ukrainiens sont devenus autonomes. Malheureusement, pas sur tous les segments. Je prends l'exemple de l'artillerie. Il y a toujours des problèmes d'approvisionnement en munitions. Et puis, vous avez un épuisement des stocks de matériel avec aujourd'hui des taux de pertes qui, c'est pas souvent dit, mais qui sont aujourd'hui plus importants chez les Ukrainiens que chez les Russes. Donc, oui, une meilleure autonomie qu'en 2022. Oui, et du coup, moins besoin de demander autorisation pour frapper dans la profondeur. Et ça, c'est la grande nouveauté qu'a rappelé Vincent Crouzet et qu'on voit bien à l'œuvre en 2026. Mais malgré tout, il y a toujours des voies étroites et des goulots d'étranglement. Ce qui fascine, et on l'a vu notamment avec les chiffres de Claire Cambier, c'est le rythme de production et la façon dont aujourd'hui l'Ukraine est capable de produire ses propres armes à une cadence qui est quand même assez importante. Darius Rochebin, il y a quelques jours maintenant, interrogé une représentante de l'entreprise Firepoint, justement, Claire, vous l'en parliez juste avant, productrice de drones, et elle nous rappelait, cette représentante, à quel point aujourd'hui l'Ukraine était capable de produire davantage et encore davantage dans les prochaines semaines et les prochains mois. Écoutez.
Bien sûr, nous travaillons dans un environnement très pollué du point de vue des signaux électroniques et pour faire avec, il faut constamment tester des nouveautés. Il y a 2 ans, j'ai prédit que nous travaillerons dans un environnement complètement brouillé et je pense que nous sommes à simplement un tout petit pas de ne plus pouvoir utiliser le guidage GPS. Donc il faut s'appuyer de plus en plus sur des systèmes autonomes et des systèmes qui ont de multiples sources de guidage pour compenser. Ulrich Bouna, c'est fascinant de voir à quel point l'Ukraine s'est adaptée aujourd'hui et sur ce point, en tout cas des drones, a pris l'avantage sur la Russie. Oui, mais complètement. Mais parce qu'en fait, c'est aussi une guerre qui est perpétuelle. C'est-à-dire que la Russie avait réussi à prendre l'avantage il y a quasiment 1 an maintenant. Les Russes ont été les premiers à sortir les drones FPV avec guidés par câble optique pour justement contrer les brouillages dont parlait le PDG de Firepoint. Ce sont aussi les Russes qui ont inventé en quelque sorte ou ciblé les schémas logistiques de l'armée pour l'armée ukrainienne pour affaiblir en quelque sorte l'armée ukrainienne avant même d'arriver sur place. Et là, on voit un renversement. Les Ukrainiens ont repris l'avantage en développant des drones anti-drones, chose que les Russes n'ont pas pour le moment, et ça explique une partie de leurs problèmes actuels. Et aussi, effectivement, en développant des missiles à longue distance qui sont capables de faire quasiment aussi bien, voire même un peu mieux que ce que font les missiles russes. Avec cette montée en puissance, la problématique principale de l'Ukraine, c'était cette capacité à monter en capacité de production. Il y a énormément de start-up en Ukraine, mais elles ont des fois du mal elles produisent du bon matériel qu'elles peuvent tester immédiatement sur le terrain, mais elles n'ont pas forcément et le financement et les capacités industrielles pour produire en masse. Et ce que l'on voit depuis 1 an, c'est une multiplication des partenariats avec les entreprises occidentales, aussi un investissement de plus en plus fort des pays européens, de l'État ukrainien, Firepoint en est un très bon exemple, des pays du Golfe aussi, qui décident d'investir massivement dans l'industrie de défense ukrainienne. Et effectivement, ça permet de ces montées en cadence assez phénoménales. Stéphane Marchand, votre regard aujourd'hui sur cette armée ukrainienne qui paraît presque suréquipée, en tout cas sur cette question des drones? Alors la prouesse technique, la prouesse business, la prouesse tech de l'armée ukrainienne est très impressionnante. Très très impressionnante, on vient de le rappeler à l'instant. Ils ont toujours eu de très bonnes idées, ils ont toujours été capables de faire des systèmes innovants, et maintenant ils sont capables, d'une part, de les faire à grande échelle, et d'autre part, de basculer très 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 rapidement à chaque fois qu'une idée ne fonctionne pas. C'est la clé de tout. Parce que finalement, c'est de la tech, c'est des logiciels, et de l'intelligence artificielle, les drones, avant d'être de l'artillerie. Donc ça, c'est très impressionnant. Ensuite, la question qu'il faut se poser, c'est sur le terrain. La seule chose qui compte politiquement dans cette guerre, malheureusement, c'est pas les grandes prouesses ou les bombardements sur la Crimée. C'est à quel point est-ce que l'armée ukrainienne ou l'armée russe progresse sur le terrain. Et sur ce côté-là, effectivement, les nouvelles ne sont pas vraiment très bonnes pour les Ukrainiens. Troisième question à se poser, que vont faire les Russes? Ils vont évidemment faire quelque chose. Ils vont riposter, ils vont pas laisser s'installer durablement une situation dans laquelle ils ont l'air ridicules par rapport aux Ukrainiens. Et ça, comme on sait très bien quel type d'escalade ils pourraient inventer aujourd'hui? On sait que toutes les escalades conventionnelles ont quasiment été exploitées par les Russes. On sait que l'escalade nucléaire ne sera pas utilisée par les Russes. Alors on en parle. Oui, on va en parler là. Sinon, ils l'auraient déjà fait lorsque les Ukrainiens ont été, avec cette opération extraordinaire qui s'appelait Toile d'araignée, attaquer le système nucléaire russe directement. Donc, en fait, il reste à mon avis la crainte de voir, et ça on en a énormément parlé, y compris sur ce plateau, de voir les Russes tenter une manipulation, une provocation dans un État de l'Est de l'Europe, de manière à détourner le regard de ce qui se passe mal en Ukraine. Alors c'est très intéressant votre point de vue. On sent qu'il y aura un débat justement sur ces ripostes possibles de Vladimir Poutine, parce qu'on sent bien que le président russe est acculé, presque humilié de voir ces grandes villes comme Moscou, Volgograd aujourd'hui ainsi attaquées et ne pas pouvoir protéger la population russe. Mais d'abord, on vous le disait, toutes ces attaques ukrainiennes, elles rentrent dans un cadre que Volodymyr Zelensky d'ailleurs a volontairement affiché publiquement, celle d'une opération qui durerait 40 jours. Regardez ce que disait le président ukrainien il y a quelques jours. J'ai approuvé une opération de 40 jours contre l'État agresseur, la Russie, visant à le contraindre à mettre fin à la guerre. Volodymyr Zelensky place ses pions directement, les affiche volontairement. Est-ce que c'est une bonne solution? En tout cas, on sent que le président ukrainien est très confiant. On va prendre la direction de Kiev, justement. On va retrouver notre correspondante sur place, Elisabeth Pierson. Elisabeth, est-ce que Volodymyr Zelensky croit vraiment qu'il peut faire plier Vladimir Poutine en 40 jours?
Alors effectivement, dans l'annonce du président Volodymyr Zelensky, on peut deviner qu'il ne s'agit pas seulement d'une capacité technique ou d'une capacité concrète, mais c'est avant tout informationnel et communicationnel. C'est pour remonter à la fois le moral des Ukrainiens. On le sait, les images de ces stockages de pétrole et de ces raffineries en feu, en flammes, tournent énormément sur les réseaux sociaux ukrainiens et ont déjà ce premier effet de galvaniser un petit peu la population ukrainienne, et puis surtout de toucher le moral des Russes et de leur faire ressentir à une moindre mesure les effets de la guerre. Et sur ce point, c'est vrai qu'on voit les fils aux stations essence en Crimée qui favorisent le mécontentement, et c'est avant tout un gain informationnel et communicationnel de la part de Kiev dans cette stratégie en fait. Merci beaucoup Elisabeth Pierson, correspondante LCI en Ukraine. On viendra justement sur cette grogne dont parlait Elisabeth, avec ces images, ces files d'attente qui s'accumulent aux stations essence russes et notamment la bourse. On parlera également de l'économie russe qui ne va pas si bien justement depuis plusieurs heures maintenant, plusieurs jours. Romuald Siura, sur cette nouvelle façon de communiquer de la part de Volodymyr Zelensky. On le sent ultra confiant. On a rarement vu le président ukrainien, on l'a vu souvent demander de l'aide aux Européens, demander de l'aide aux Américains. Là, on a le sentiment que le président ukrainien est conscient qu'il est capable de faire sa guerre presque tout seul contre Vladimir Poutine. Presque tout seul, oui. C'est une victoire déjà pour Zelensky aujourd'hui d'en être arrivé où les Ukrainiens en sont et de bénéficier de cette forme de nouvelle autonomie. Donc on peut parler d'un grand succès pour le président ukrainien. Je suis ukrainien par ma mère, j'ai de la famille qui vit près du front, c'est un dossier donc qui me tient vraiment à cœur. Mais je ne serais pas si optimiste que cela. Comme cela a été très bien dit, Poutine est acculé, Poutine est humilié. Poutine, on joue dans au niveau de la mentalité de Kadhafi, de ce genre de personnes. C'est pas Trump qui s'est permis une capitulation en Iran, qui est chef d'État d'une démocratie, qui sera encore président pendant 2 ans. Poutine est en train de jouer sa survie, mais au sens littéral, c'est-à-dire au sens propre, c'est-à-dire que si demain les Ukrainiens marquent encore des points, si les taux se resserrent sur la Crimée et si la population commence à gronder, Poutine pourrait être victime d'un putsch. Il le sait très bien. Et si putsch il y a, on va pas l'envoyer passer une paisible retraite dans sa datcha, on lui tirera une balle dans la tête. C'est pourquoi je pense que c'est ensuite qu'on reviendra sur le dossier nucléaire. On en a beaucoup débattu cette semaine, tout au long de la semaine sur votre antenne. Je fais partie de ceux, je ne dis pas que cela va arriver, vraiment, mais je crains que Poutine, acculé, aussi surréaliste que cela puisse paraître, puisse décider, en dernier ressort, d'utiliser une arme nucléaire tactique. Et la situation est très différente de celle que vous mentionniez autrefois. Là, on parle d'un homme aux abois. Je fais pas de comparaison avec Hitler, mais on parle de Hitler dans son bunker. Quelqu'un qui jouerait sa propre survie. Et ceux qui diront que c'est impossible sont souvent les mêmes qui disaient qu'il n'aurait pas envahi l'Ukraine en 2022. Je pense qu'acculé, je dis bien acculé, je pense que Poutine pourrait utiliser une arme nucléaire tactique, peut-être sur une zone pas trop habitée, comme un symbole, comme un message. Mais il ne se laissera pas acculer jusqu'au bout. Il ne peut pas perdre cette guerre. C'est pour lui absolument vital. Alors justement, on reviendra justement sur cette question du nucléaire, parce qu'évidemment, ça reste l'une de ces 3 options. Vous le voyez, négocier, résister, riposter. Et on parlera justement de ces propagandistes russes qui en appellent aujourd'hui au président russe pour déclencher, entre guillemets, une frappe nucléaire. Mais pour en revenir à cette nouvelle communication de Volodymyr Zelensky, Vincent Crouzet, peut-être aussi que c'est l'effet Trump, parce qu'on sent que depuis quelques semaines que le vent a tourné également du côté de Washington. On va écouter les propos de Donald Trump il y a quelques jours maintenant. On connaissait le Trump ami de Vladimir Poutine. On sent que la relation n'a pas tourné, on va pas aller jusque-là, mais que Volodymyr Zelensky est remonté peut-être dans l'estime de Donald Trump. Écoutez le président américain. Zelensky se débrouille plutôt bien. Il se débrouille bien, il défend ses terres. Même si beaucoup de monde meurt, il se défend plutôt bien. Il faut le reconnaître, il est courageux,
Il a du bon équipement et de bons hommes, des combattants. Est-ce qu'il se sent pousser des ailes, Volodymyr Zelensky, parce qu'il a peut-être davantage de soutien des Américains derrière, pas forcément en termes de matériel, mais au moins dans l'esprit, Vincent Crouzet? Bon, apparemment, il a un peu plus de cartes en main qu'il n'en avait le 28 février 2025, lorsque Trump lui avait dit « vous n'avez plus de cartes en main », justement. Trump n'aime pas les losers. Après, on ne connaît pas véritablement l'essence de la relation entre Trump et Poutine, donc c'est extrêmement difficile de savoir comment Trump va réagir au cours des prochaines semaines si l'Ukraine continue à imprimer sa marche en avant. Vraisemblablement, il y a encore du partage de renseignements entre les Américains et les Ukrainiens, ou du moins il y a une reprise de partage de renseignements, qui est peut-être essentielle d'ailleurs dans les frappes au cours des dernières semaines. Et concernant la confiance de Zelensky, je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur la personnalité de son opérateur en chef, le patron du SBU, donc du service de sécurité ukrainien, qui s'appelle Evgeny Kmara, qui est l'ancien chef des forces spéciales du SBU. Donc il a l'habitude d'une certaine plasticité opérationnelle et d'une véritable audace. C'est quelqu'un qui a dirigé le groupe Alpha, qui est vraiment l'unité la plus prestigieuse et l'unité d'élite. Je ne sais pas du tout si Claire le connaît, Evgeny Kmara, qui a pris ses fonctions le 5 janvier dernier, en remplacement de Vassili. Je ne l'ai pas rencontré. Vous ne l'avez pas encore rencontré. Donc c'est un jeune commandant, très audacieux, et justement, je pense qu'il symbolise la nouvelle ambition ukrainienne en la matière, concernant justement ses frappes sur la Crimée. Il a su s'entourer, parce qu'il y a eu des changements au sein de l'organigramme ukrainien, ne serait-ce que militaire. Il a su s'entourer des bonnes personnes aujourd'hui pour faire ce type de stratégie, Claire? Il faut quand même souligner que c'est une opération de communication. On parle de 40 jours. Il a d'ailleurs félicité l'unité spéciale Alpha, donc le SBU. On parle de service secret, donc que cette opération soit mise à jour, annoncée avant l'heure. Le but, il est quand même de communiquer auprès de sa population, auprès de la Russie, et puis aussi auprès, vous le disiez, de Donald Trump, qui ces temps-ci soutient un peu davantage les Ukrainiens, et donc le président ukrainien veut surfer sur cette vague-là. On a presque l'impression de voir une Trumpisation de Zelensky dans sa manière de communiquer militairement, Eric Bouna, parce que les communications de stratégie, c'était davantage Donald Trump qui nous les exprimait lors de sa guerre en Iran. Zelensky était plutôt secret, volontairement, justement, dans sa guerre. Il a changé de braquet. Oui, et puis c'est d'ailleurs assez marrant de prendre 40 jours. Le grand spécialiste des ultimatums de 40 jours, c'est quand même Donald Trump. Donc je pense que c'est pas complètement anodin d'avoir pris 40 jours. Et puis c'est aussi, en fait, il y a quand même eu un changement dans le narratif de cette guerre, dans le momentum. Les Ukrainiens n'ont pas repris effectivement l'ascendant sur le terrain militaire, armé de terre, mais ils ont cette capacité à frapper dans la profondeur. Et on le sent, il y a une espèce de perception que si la Russie s'il y a une capacité de forcer la Russie à s'asseoir à la table des négociations, c'est maintenant. C'est grosso modo d'ici l'automne. Sinon, on rentrera dans la période hivernale avec les frappes russes qui vont bien évidemment s'intensifier sur le réseau électrique et à peu près toutes les infrastructures ukrainiennes. Donc les Ukrainiens, comme les Européens, d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle les Européens essayent de réfléchir à comment rediscuter avec Vladimir Poutine. On sent que s'il doit se passer quelque chose au niveau diplomatique, c'est maintenant. Et donc c'est pour ça, en fait, je pense que Volodymyr Zelensky annonce Orbi et Torbi qu'il va mener cette campagne grosso modo durant tout l'été. C'est parce que il a ça en fait en ligne de mire, arriver grosso modo au mois de septembre avec un Vladimir Poutine qui, pour une raison ou une autre, devra s'asseoir à la table des négociations. Le problème que je vois dans cette stratégie, c'est que pour l'instant, je pense que Vladimir Poutine n'a pas du tout la même vision des choses que on peut l'avoir sur ce plateau ou que peut l'avoir Volodymyr Zelensky. Vladimir Poutine, il estime que, alors certes, il prend des coups, mais il estime que la situation elle reste sous contrôle. Son armée elle progresse dans la ville de Konstantinivka et tout ce qui est pris ne sera plus à prendre. Donc Vladimir Poutine, comme il le fait souvent, actuellement joue la montre. Mais on va voir ça justement. On va développer ces trois options qui restent au président russe. On a noté 3 évidemment, mais vous pourrez peut-être en dire davantage juste après la pause sur ces 3: négocier, résister ou riposter. On en parle juste après la pause. Restez avec nous.
On est oublié, on est... Les suites de votre grand dossier sur LCI consacré à cette question. Quelle option reste-t-il à Vladimir Poutine dans sa guerre? Négocier, résister ou riposter après les frappes ukrainiennes sur les grandes villes russes qui se multiplient ces derniers jours? On continue d'en parler. Et d'abord le rappel des titres avec d'abord l'actualité en France et la canicule qui recule, mais ses effets sanitaires qui restent devant nous, alerte Matignon. Le système de santé devrait encore être en tension pendant plusieurs jours, tandis que de nombreux indicateurs laissent craindre un lourd bilan humain. À Paris, déjà, 109 personnes sont décédées à domicile ces dernières 24 heures selon le SAMU, contre 7 en moyenne en temps normal. Quant aux 2 funérariums de la capitale, ils sont complets depuis ce matin, indique la Fédération nationale des funéraires. Demain, seuls 24 départements resteront en vigilance rouge sur le territoire. L'actualité internationale avec l'accord signé par le Liban et Israël sous l'égide des États-Unis qui prévoit la fin des hostilités entre les belligérants. Le chef du Hezbollah dénonce une grave erreur aujourd'hui et accuse l'État libanais de légitimer l'occupation israélienne. De son côté, l'armée israélienne annonce avoir mené une frappe aérienne visant des combattants dans la région de Nabati au Liban, la première de ce type depuis la signature. Et puis 3 jours après le double séisme au Venezuela, les secours continuent de fouiller les décombres à la recherche des survivants. Vous voyez les images en direct de ces recherches. Plus de 50 000 personnes sont toujours portées disparues. La France a d'ailleurs envoyé 85 secouristes spécialisés dans le sauvetage et le déblaiement. Ils sont arrivés il y a quelques heures à Caracas avec notamment du matériel de recherche. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On continue de parler de la situation en Ukraine et en Russie avec un Vladimir Poutine sous pression. 3 options semblent se dessiner donc pour le président russe. Négocier après cette opération de 40 jours lancée par Volodymyr Zelensky pour faire plier le Kremlin. La deuxième, résister. La troisième, riposter. On va détailler ces 3 options une à une. La première, d'abord, négocier. On est toujours en ligne avec le général Olivier Kempf. Général, est-ce que pour vous, ces pressions, ces coups de butoir multipliés par les Ukrainiens ces derniers jours, ces dernières semaines contre la Russie, vont peut-être amener Vladimir Poutine à la table des négociations? Est-ce que vous y croyez? Non, pas du tout. Parce que les coups de boutoir, c'est peut-être un peu fort. Je veux dire, les Ukrainiens portent des coups sévères, ils font mal aux Russes, bien évidemment, mais ils ne déséquilibrent pas l'ensemble du dispositif militaire. On voit toujours le grignotage auquel on assiste depuis maintenant 18 mois, qui se poursuit et qui s'accélère. Et d'ailleurs, on a été surpris tout au long du printemps de voir une sorte de piétinement russe, et on sent depuis 3 semaines maintenant une reprise finalement des hostilités, de l'avancée et donc de ce qu'on appelle l'offensive d'été. Alors, offensive d'été, c'est pas les grands mouvements, les grandes cavalcades à travers la plaine ukrainienne, mais dans l'esprit militaire russe et politique russe, de toute façon, il va falloir aller jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à l'automne. Un de vos débatteurs disait, il va jouer la montre. Oui, c'est ce qu'il va rester sur cette ligne, même si il va devoir résister à ces faucons. C'est-à-dire que aujourd'hui, paradoxalement, Poutine a plus de pression de la part de ceux qui veulent accélérer le conflit et donc taper plus fort, plus dur, mobiliser, etc., par rapport à cette pression attritionnelle qui est la stratégie qu'il a choisie depuis 2 ans maintenant. Général, vous restez évidemment en ligne avec nous. Stéphane Marchand, vous partagez l'avis du général, ou vous pensez quand même que l'Ukraine et Volodymyr Zelensky, ces dernières heures, ces derniers jours, a quand même, d'une certaine manière, un peu forcé la main de Vladimir Poutine? Forcer la main de Vladimir Poutine, ça, je n'irai pas jusque-là. Il fait une superbe opération de communication à Volodymyr Zelensky. Quand il annonce ces 40 jours, ce qu'il y a derrière en creux, c'est « et pendant ces 40 jours, nous allons frapper » et la Russie ne va pas être, pendant ces 40 jours, capable de nous empêcher de frapper. Donc c'est un message extrêmement fort par rapport à un pays qui a été envahi, martyrisé, attaqué. Là, il passe à l'offensive en quelque sorte. Donc c'est très fort. Mais effectivement, le général a raison. La réalité du terrain, on en parlait tout à l'heure
l'heure avant l'interruption, la réalité du terrain reste défavorable aux Ukrainiens pour une raison fondamentale, c'est le manque de soldats. Ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour Vladimir Poutine, c'est que l'Ukraine résolve son problème de désertion sur le front et de refus de certains jeunes Ukrainiens de venir se battre. Refus au passage que l'on comprend très bien, mais ça c'est vraiment la grande faiblesse de l'armée ukrainienne, et cette faiblesse-là, elle n'est pas résolue. Donc tous les missiles que vous lancez sur la Crimée n'y changeront rien en fait. Alors j'ai l'impression que Claire, vous direz... Là-dessus, côté russe, il y a aussi quelques difficultés qui n'existaient pas par le passé, mais depuis le début de l'année, les nouvelles recrues à Moscou, elles se font tarder. Je voyais Moscou dans les régions avoisinantes, les recrues, ça a chuté d'un tiers, et une analyse aussi du budget fédéral russe, c'est comme ça qu'on peut voir aussi les données qui est consacrées au recrutement, qui indiquent qu'au premier trimestre de 2026, les nouveaux contrats ont chuté de 20%. Donc, il y a aussi des difficultés en Russie pour recruter. Et on verra justement dans quelques minutes que la grogne monte et que justement, symbole de ces difficultés à recruter, les jeunes maintenant notamment et les ouvriers aussi, parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui sont recrutés et qui sont mobilisés de force, eh bien, en viennent aujourd'hui à critiquer cet enrôlement et faire face carrément aux recruteurs, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques mois. Ils étaient très bien payés et donc du coup ça suffisait à... Et aujourd'hui, il y a un vrai questionnement autour de cette opinion russe. Quand je vous écoute autour de cette table, et notamment le général Olivier Kem, j'ai quand même le sentiment que vous ne croyez pas, en tout cas à court terme, à une négociation et à un Vladimir Poutine qui pourrait arriver à la table de manière sincère. Et visiblement, c'est ce que vous nous disiez, Ulrich Bouna, que Vladimir Poutine pourrait davantage jouer la montre, résister. Et ce qui est peut-être en train de se passer, parce que regardez ces images, il y a quelques heures prises sur les toits de Moscou, la capitale moscovite, c'est la préparation à ces attaques de drones pendant 40 jours, avec notamment l'installation de ces Panzers. Ces Panzers, ce sont des systèmes de défense anti-aérienne. Vous nous confirmez, général Olivier Kem, d'ailleurs. À quoi ça sert un Panzer ? Est-ce que c'est uniquement pour contrecarrer des attaques de drones ou c'est plus largement des missiles ? C'est tout objet volant, j'ai envie de dire, parce qu'à l'origine, c'est quand même de la DCA et c'est quand même de l'anti-aérien. Donc à l'origine, ce sont contre des avions et ça a été converti en anti-missiles et maintenant anti-drone. C'est quand même fascinant. Ce sont des armes de défense qui étaient initialement prévues pour lutter contre des avions, des missiles et qui aujourd'hui sont utilisés contre des drones, Ulrich Bouna. C'est là qu'on voit quand même les moyens qui sont mis en œuvre par les autorités russes aujourd'hui pour contrecarrer les opérations ukrainiennes. C'est la réalité de la guerre. C'est-à-dire que les Russes, encore une fois, actuellement, n'ont pas cette capacité de défense anti-drone que les Ukrainiens ont développée avec des drones anti-drones. Alors, il n'y a pas que ça en Ukraine, mais ça fait le travail et ça explique que plus de 90% des drones Shahed sont abattus avant d'atteindre leur cible en Ukraine. Les Russes n'ont pas cette capacité pour le moment. Je pense qu'ils n'ont pas du tout anticipé que les Ukrainiens arriveraient à produire autant de drones et capables de les envoyer aussi loin. Donc, ils font avec ce qu'ils ont, les Russes, c'est-à-dire donc des gros systèmes anti-aériens qui sont très performants, c'est pas les questions, mais qui par contre effectivement sont pas adaptés à gérer des centaines de drones qui arrivent en masse comme ça. Donc l'impression que ça donne, on a quand même le sentiment que Vladimir Poutine va essayer de, en quelque sorte de protéger les principales villes, notamment Moscou. Bon, déjà parce qu'il y est de temps en temps, et aussi parce que c'est le plus frappant au niveau on va dire populaire. Si il y a une frappe sur une raffinerie à Moscou, ça fait le tour du web russe. Donc effectivement, il va essayer de tenir l'été parce qu'il y a une date qui est quand même très importante pour Vladimir Poutine, c'est le mois de septembre, c'est les élections à la Douma, et il est très peu probable de voir Vladimir Poutine bouger véritablement avant ces élections. Après les élections, on verra ce qu'il en sera. Ça dépendra aussi de ce qui se passe sur le front. Si les Russes arrivent à prendre Konstantinivka, par exemple, les choses peuvent changer. Mais pour l'instant, ce que je disais tout à l'heure, à mon sens, il va jouer la montre en protégeant ce qu'il peut protéger, les grands centres urbains, etc., et en gérant en fait cette pénurie, ce rationnement de l'essence, et la Crimée passera probablement par perte et fracas. C'est-à-dire que la Crimée continuera à prendre des drones et des missiles, mais ça passera l'été comme ça et on fera le bilan en septembre. La stratégie, si je puis ajouter, pour revenir sur votre question, la stratégie, me semble-t-il, de Zelensky est un homme intelligent. Il sait très bien qu'il ne peut pas véritablement renverser le cours de la guerre. Il sait très bien que militairement, l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. Et une fois encore, un Poutine acculé pourrait aller
aller très loin, peut-être pas une arme nucléaire tactique, mais il pourrait aller très très loin. Non, la stratégie qui pourrait être gagnante, et me semble-t-il sur laquelle les Ukrainiens et leurs alliés jouent, Paris, c'est une déstabilisation du régime de l'intérieur. Car effectivement, ils ne peuvent pas renverser la situation. Effectivement, comme vous l'avez très bien dit, comme le général l'a dit, l'armée russe continue à grignoter du terrain. Elle n'est pas en train de perdre. Par contre, si il y a cette pression sur la Crimée, s'il y a des bombardements à Moscou, Saint-Pétersbourg, etc., si on a ces images surréalistes avec, vous vous rappelez ce toit qui ressemblait à une soucoupe volante dans le ciel moscovite, la population qui est déjà fatiguée de cette guerre, qui est fatiguée de cette pénurie d'essence à peu près à travers tout le pays, va continuer à gronder. Et donc, il pourrait y avoir non pas un soulèvement de la population, mais poussé par cette population qui gronde, une tentative de putsch qui mettrait Poutine hors jeu. Et je pense que c'est là-dessus que Zelensky parie, et son pari pourrait être gagnant. Vincent Crouzet, Romuald a raison, parce que lorsqu'on voit ces images de Pantsir installées sur les toits de Moscou, Volodymyr Zelensky a presque déjà gagné, entre guillemets, en tout cas sur cette partie-là, parce que voir des armes installées comme ça pour des attaques de drones qui sont évidemment par nature extrêmement imprévisibles, le message, il est remporté d'une certaine manière par Volodymyr Zelensky. Oui, là c'est un déploiement du FSO, donc des forces donc de protection fédérale, donc les forces qui protègent le tsar Poutine. C'est près de 50 000 hommes avec le régiment du Kremlin, y compris des forces spéciales dotées donc de Pantsir notamment et d'armes anti-aériennes. Moi, ça me fait penser à il y a 3 ans. Le temps passe vite. 22-23 juin 2023, la mutinerie Wagner, et avec Poutine, cet animal à sang-froid, ce psychopathe pur, qui n'a pas été déstabilisé. La colonne Wagner s'est arrêtée à 150 km du centre de Moscou, et Poutine n'a pas bougé un sourcil. Alors effectivement, il y a une certaine panique dans son entourage, au sein des services de sécurité, au sein de certains oligarques qui ont cherché à prendre la fuite, à prendre leur jet privé pour quitter Moscou, mais lui n'a pas du tout bougé d'un cil. C'est pour ça que je ne pense pas pour l'acculer, il faudra vraiment qu'il soit aux abois physiquement, même dans son bunker, puisque Romuald parlait de bunker tout à l'heure, mais et puis victime d'une trahison suprême, c'est-à-dire de proches très puissants. Il y a eu une guerre informationnelle avec une tentative de déstabilisation il y a 2 mois, en évoquant justement la personnalité de Shoigu qui dirige le Conseil de sécurité, indiquant que Shoigu, très corrompu effectivement, pour être en train de préparer un complot. Il y aura certainement d'autres tentatives de déstabilisation de la part des services de renseignement et de sécurité ukrainiens pour monter l'entourage sécuritaire contre Poutine, mais pour l'instant ça tient bon. Alors, pour l'instant l'édifice tient bon. Et Vladimir Poutine se sent suffisamment fragilisé, évidemment, d'après ce que je vous entends, le mot est peut-être un peu fort, mais il en vient quand même à demander, d'après les informations du Wall Street Journal, l'aide de la Biélorussie, un allié évidemment de longue date de Vladimir Poutine. D'après les informations du Wall Street Journal, Moscou exige l'utilisation du territoire bélarusse pour lancer des attaques de drones contre l'Ukraine et étendre ainsi le front depuis l'Ouest. Est-ce que c'est crédible, Stéphane Marchand? Est-ce qu'aujourd'hui, ça va être Loukachenko qui va venir en aide potentiellement à Vladimir Poutine? C'est assez crédible parce que d'une certaine manière, ça a déjà été fait. À plusieurs reprises, la Biélorussie a prêté son territoire, à défaut de prêter son armée, qui, je crois, n'est pas grand-chose, aux Russes pour attaquer l'Ukraine. Donc c'est très crédible. Je crois que les Ukrainiens prennent ça extrêmement au sérieux. Une sorte de ligne Maginot qui s'est créée face à la Biélorussie. Et la seule question à se poser, c'est quel est l'état d'esprit de Loukachenko à l'égard de cette possible transaction. Parce que politiquement, lui, autant le peuple russe ne peut pas grand-chose contre Poutine, on le disait à l'instant, c'est plutôt des révolutions de palais qu'il menace, autant le peuple de Biélorussie peut quelque chose contre Loukachenko. C'est une différence et Loukachenko la connaît et il est certainement très craintif à cet égard. Militairement, général Olivier Kempf, est-ce que l'ouverture d'un deuxième front du côté de la Biélorussie, ce serait un danger militaire pour l'Ukraine? Oui, évidemment, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est plutôt une extension d'une sorte de zone tampon de 10 à 20 km de large sur toute la frontière entre
la Russie et l'Ukraine depuis finalement Kharkiv jusqu'à la frontière avec la Biélorussie, Tchernihiv. On voit plutôt ça avec d'ailleurs des événements. Tchernihiv, c'est juste la petite ville qui est sur la carte là, qui est devant vos yeux, qui est dans le prolongement de la frontière entre la Biélorussie et la Russie. Et ça se trouve en Ukraine. Très récemment, les autorités ukrainiennes ont évacué une quinzaine de villages dans cette zone parce qu'il y avait des bombardements russes. Et on voit bien qu'il y a une sorte de grignotage lent qui se fait là aussi sur ce front entre la frontière, enfin de part et d'autre de la frontière russo-ukrainienne, de la part des Russes. Alors ça se fait à pas bruit, c'est des choses que personne ne remarque vraiment, mais si vous mettez ça en perspective depuis 18 mois, et notamment depuis 2024 et la fameuse offensive ukrainienne contre Belgorod, eh bien vous apercevez qu'il y a une sorte de rétorsion russe, et c'est ça le danger, plus qu'une attaque par la Biélorussie, qui a déjà été faite au tout début de la guerre, en 2022. Souvenez-vous, la descente vers Kiev, elle se faisait depuis la Biélorussie. Les Russes ne paraissent pas dans l'état d'esprit de recommencer ce genre de choses. Ils veulent grignoter tout le Donbass, ils veulent probablement installer maintenant cette bande tampon le long de la frontière, et puis ça leur suffira. Évidemment, on attendra. Vous voulez réagir, Stéphane Marchand? Oui, d'ailleurs, sur le Donbass, le mot vient d'être prononcé. Une hypothèse qu'on n'a pas encore évoquée, c'est que ce matraquage ukrainien sur la Crimée et sur les grandes villes de Russie pourrait avoir pour objectif une future transaction. On arrête de bombarder et vous partez du Donbass. Ça voudrait dire que Poutine renoncerait à son dernier objectif territorial en Ukraine, qui serait le Donbass. C'est très difficile de l'imaginer, mais c'est possible d'imaginer en revanche que chez les Ukrainiens, cette idée naisse dans cette phase un peu euphorique. Éric Bonnat, vous vouliez réagir aux propos du général? Oui, juste sur le Bélarus, pour mettre les choses un peu en perspective, le Bélarus, l'armée Bélarus, c'est 50 000 hommes. Donc c'est ce que recrute la Russie en un mois et demi à peu près. Alors c'est un peu variable, mais bon, grosso modo, voilà. Donc c'est pas l'armée Bélarus qui va faire la différence. Et de toute façon, Alexander Loukachenko est pas du tout dans cet objectif-là. Comme ça a été dit, il est quand même relativement précautionneux sur son positionnement géopolitique. Il sait qu'il ne tient pas sa population de la même façon que Vladimir Poutine. Il est en plein rapprochement avec Donald Trump. Il y a eu des échanges de prisonniers contre des levées de sanctions, etc. Donc en fait, on n'est pas, à mon sens, je pense que oui, Vladimir Poutine, il espère que les Biélorusses vont rentrer encore plus dans cette guerre parce que les Bélarusses fournissent déjà de l'essence, ils traitent déjà une partie de la formation des soldats russes, ils font aussi du médical, ils soignent des blessés russes, mais je pense pas que, Loukachenko, ce serait du suicide politique de rentrer en guerre une nouvelle fois en quelque sorte, en permettant ou aux soldats russes de passer sur son territoire, ou de rentrer directement lui-même dans cette guerre. Donc, à mon sens, cette hypothèse-là, elle est plus agitée pour faire peur que d'être une vraie réalité. Alors, on a passé... que Loukachenko a reculé en ces derniers jours. Zelensky lui avait mis un ultimatum pour les antennes relais qui avaient été déployées le long de la frontière pour laisser passer davantage les drones russes. Et depuis le 23 juin, ces drones relais n'émettent plus. Donc, a priori, l'ultimatum a fonctionné et Loukachenko a fait marche arrière. Alors, on a passer en revue les deux premières options qui s'offrent à Vladimir Poutine. Négocier, visiblement, vous n'y croyez pas. Résister, vous y croyez davantage, visiblement. En tout cas, gagner du temps, c'est visiblement aujourd'hui la stratégie de Vladimir Poutine. Reste une troisième option qui revient sur la table. Et on le disait, Vladimir Poutine, il est aussi poussé depuis l'intérieur par notamment ses faucons. Le général Olivier Kempf, qui était avec nous il y a quelques minutes, le disait également. Et chez les propagandistes russes, un mot revient dans la bouche depuis plusieurs heures maintenant, c'est le mot nucléaire. Évidemment qu'il faut toujours prendre des précautions quand on parle de ce mot qui est par définition explosif et qui prête énormément de débats. Je sens qu'il y a un débat sur ce plateau sur cette question et justement on va l'aborder. Mais d'abord écoutons ces propagandistes. Le premier évidemment en chef, tout le monde le connaît sur cette antenne de LCI, c'est Volodymyr Soloviev, qu'on connaît bien, le propagandiste numéro 1 du Kremlin. Eh bien écoutez ce que disait Volodymyr Soloviev il y a quelques heures. Si nous restons les bras croisés face à ces avancées technologiques, la seule option qui nous restera sera de lancer une frappe nucléaire. Pas un avertissement, ni une ligne rouge tracée, mais une véritable frappe, car personne ne nous croira. Mener cette frappe ne sera pas facile, car l'ennemi fera tout son possible pour lancer une frappe préventive contre nos bases stratégiques afin de nous empêcher d'utiliser nos armes nucléaires. Alors avant d'analyser ces propos, et évidemment le débat va rentrer,
Vincent Crouzet, là on parle de nucléaire tactique, on est d'accord qu'il s'agit de petites frappes éventuelles nucléaires, on n'est pas sur du nucléaire, il y a deux mots, c'est le tactique et le je sais plus, stratégique, voilà c'est ça, où ce serait une attaque nucléaire davantage et beaucoup plus grande. Ça ne change pas grand-chose, Quentin. Je pense que c'est tellement symbolique l'emploi du nucléaire, soit du tactique, évidemment, du stratégique, a fortiori. Employer le nucléaire tactique, ce serait une colossale erreur stratégique de la part de Poutine. Et on en revient à la Biélorussie, puisque Loukachenko et Poutine se sont entretenus hier. Et à mon avis, s'il a fait appel à Loukachenko, qui était un petit peu tangent, on l'a bien senti au cours des dernières heures, c'est qu'on sait bien qu'un certain nombre d'armes tactiques nucléaires ont été déployées en Biélorussie et que il va jouer certainement sur le côté biélorusse, en laissant planer justement le doute. D'abord en faisant parler ses propagandistes, mais ceux-là peuvent toujours parler, y compris Medvedev, etc. Mais vous allez voir que la rhétorique sur le nucléaire, au cours des prochaines heures, va prendre de plus en plus d'importance. Romuald de Siora, vous, évidemment, il ne s'agit pas là de faire de la fiction. Évidemment qu'aujourd'hui, le nucléaire paraît comme la solution de dernier recours, presque inenvisageable aujourd'hui au moment où on se parle. Mais pour vous, concrètement, vous le disiez tout à l'heure, un Vladimir Poutine acculé est un Vladimir Poutine imprévisible par définition et qui pourrait, selon vous, avoir recours à ce type d'opération et de frappe. Plusieurs points. Comment peut-on imaginer dans un monde nucléarisé, je vais y arriver, comme le nôtre, qu'il ne soit jamais qu'un dictateur ne soit jamais tenté de s'en servir véritablement. Nous ne sommes plus à l'époque de l'Union soviétique. Une fois encore, oui, ce serait une erreur terrible de la part de Poutine. Et je ne pense pas que ça soit le plus probable, mais que risquerait-il ? J'entendais sur le plateau de LCI lors d'un débat quelqu'un me dire « Oh, mais les Américains répliqueront et bombarderont avec une arme nucléaire Moscou. » Enfin, c'est dans les délires de je ne sais trop qui. Que Macron pourrait également bombarder Moscou. Non. Si Poutine utilisait une arme nucléaire tactique, seule la Chine pourrait gronder, puisqu'elle est quand même en quelque sorte le banquier aujourd'hui de la Russie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est jusqu'à quand ces empires vont-ils accepter de perdre des guerres asymétriques alors que potentiellement ils auraient le pouvoir de réduire en cendres l'adversaire ? On doit quand même se poser cette question. Et on parle de Vladimir Poutine. Maintenant, voyons les choses telles qu'elles sont. Le plus probable, c'est que Poutine n'utilise pas d'armes nucléaires tactiques, que cela fasse partie d'une stratégie de propagande. Mais oui, je reste convaincu que acculé, poussé au fond de son bunker, c'est une image évidemment, sachant que sa vie est en jeu, car s'il perd cette guerre, s'il doit traiter la queue entre les jambes avec Zelensky, il y a un risque de push intérieur, et une fois encore, c'est une balle qu'on lui tirera dans la tête. On va pas l'envoyer passer une retraite paisible. Je pense qu'il pourrait le faire. J'espère que cela n'arrivera pas. Je pense que le plus probable est qu'il ne l'utilise pas, mais je dis que c'est une possibilité, qu'il faudrait avoir du caca dans les yeux pour ne la refuser et refuser d'anticiper cette potentielle tragédie. Alors, avant de vous donner la parole, Stéphane Marchand, on va écouter Galia Ackerman, qui est russe évidemment, qui est en France, mais qui connaît bien évidemment la société russe, peut-être l'esprit aussi de Vladimir Poutine, et elle suit un peu le raisonnement de Romuald de Siora, notamment à propos de ces propagandistes qui poussent et qui pousseraient éventuellement le Kremlin à en venir jusqu'au nucléaire tactique. Écoutez, Galia Ackerman, c'était sur ce plateau. Les blogueurs militaires, c'est-à-dire ceux qui sont entièrement pro-Poutine, pour la conquête de l'Ukraine, etc., disent de l'effondrement imminent. C'est pas seulement ce monsieur Lounine, il y en a plusieurs. Et en revanche, les propagandistes utilisent de plus en plus l'idée de la dernière option, l'option nucléaire. Et c'est très très présent dans les médias russes, parce que ils disent que autrement que frapper Paris ou Londres, on ne pourra pas gagner cette guerre. Ça avait marché avec Biden. Stéphane Marchand, est-ce que vous y croyez ? Non, je continue à ne pas y croire, d'une part, et à ne pas vouloir y croire d'autre part, ce sont deux choses distinctes. Mais
Vladimir Poutine, dans sa psychologie, son obsession, c'est d'être reconnu comme un des 3 ou 4 personnes les plus puissantes au monde. C'est son obsession, et que la Russie, évidemment, dans son sillage, soit reconnue. Sa hantise, inversement, c'est d'être mis en face de Volodymyr Zelensky pour une négociation d'égal à égal. Ça, pour lui, c'est la catastrophe morale absolue. Et pour sortir, et depuis plusieurs fois, depuis le début de la guerre, il l'a fait, pour sortir de cette difficulté, qu'est-ce qu'on fait ? On truffe son vocabulaire du mot nucléaire. Il l'a fait 10 fois. Il va le refaire très probablement. En général, quand il parle de nucléaire, il parle également, Vincent Crouzet le disait à l'instant, du Bélarus, parce qu'il y a la perspective de voir des armes nucléaires russes stationnées en Bélarus. Donc c'est plus ça. Je pense que c'est plus le mot nucléaire qui lui sert beaucoup en général, parce que par ailleurs, ça nous fait peur à nous tous, même ça fait peur aux Américains. Enfin, ça a un effet psychologique sur ses interlocuteurs réel. Plutôt que d'imaginer qu'il tire une arme, auquel cas, il serait au banc de l'humanité, et son banquier principal, on le rappelait à l'instant, la Chine, a dit toujours que c'était une ligne rouge à jamais franchir. Alors, au banc de la communauté internationale, il l'est presque déjà, Vladimir Poutine, donc ce serait pas forcément ça qui... Il a quand même tout le Sud global avec lui, et le Sud global, ça pèse. Il y a eu un sommet de l'ASEAN il y a quelques jours, il était en Chine, qu'il soit au banc de l'Occident, ça il n'y a aucun doute, qu'un certain nombre de pays décident malgré tout de se pincer le nez, de traiter avec lui, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, ils n'ont aucun problème. L'Inde a acheté du pétrole russe. Il faut prendre un peu de recul par rapport à ça quand même. Mais par contre, effectivement, je pense que Vladimir Poutine ne se sent pas acculé. En fait, c'est ça, je pense, le sujet. Son armée, elle progresse dans le Donbass. C'est ça qui compte pour lui. Indépendamment de tout le reste, les pénuries d'essence, ça se gère. Il en achètera au Kazakhstan ou que sais-je. Il y aura peut-être des rationnements, mais ça remet pas en cause son pouvoir actuellement. Personne ne conteste Vladimir Poutine en Russie. On parle des 1000 blogueurs qui effectivement disent qu'il faut envoyer des nukes sur Kiev, Paris, Berlin, que sais-je. Ces gens-là, en fait, ils n'ont pas vraiment non plus la capacité de soulever les foules. Les rares qui s'expriment véritablement en disant Vladimir Poutine, ça va pas, c'est inacceptable, ils finissent en prison, en hôpital psychiatrique. Enfin, c'est ça la réalité. On a beaucoup parlé de ce blogueur Alexander Lounin, là, il y a quelques jours, qui effectivement avait dit si ça va pas, on va voir ce qu'on va voir, l'armée va se révolter et je veux rencontrer Vladimir Poutine. Dans les jours qu'on suivi, il s'est dégonflé en disant mais on va mal compris, je veux pas rencontrer Vladimir Poutine. Donc, sous-estimons pas la machine répressive du Kremlin qui a encore complètement fermement vraiment on le voit. C'est cet homme-là justement. Voilà, qui a encore fermement la main sur le pays. Et pour l'instant, Vladimir Poutine n'est pas acculé au point de devoir réfléchir à cette option-là. Il va peut-être envoyer un Oreshnik sur l'Ukraine parce que c'est sa façon de faire des représailles contre l'Ukraine. Mais c'est pas pour ça. Enfin, encore une fois, pour moi, c'est très très loin cette idée de nucléaire tactique. Et juste un point, le nucléaire tactique, c'est la puissance d'Hiroshima quand même. Donc, même plus. Ouais, voilà. Donc on n'est pas non plus sur une bombinette, quoi. Vincent Crouzet. Je suis un peu d'accord avec tout le monde. Je suis d'accord avec Romuald, avec Stéphane, avec Ulrich. C'est Biden qui a envoyé un très mauvais signal au début de la guerre, qui avait dit qu'en cas d'emploi de l'arme tactique par la Russie, les États-Unis riposteraient de manière massive, mais avec des armes classiques. Donc c'était un très mauvais signal, parce que signifiant effectivement que personne ne va vitrifier Moscou et va déclencher l'apocalypse nucléaire si une arme tactique vise l'Ukraine. C'est dramatique, mais malheureusement, nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ne déclencheront pas le feu nucléaire sur la Russie en cas de tir tactique de Poutine sur l'Ukraine. Maintenant, c'est vrai, l'acteur qui compte, c'est l'acteur chinois. Aujourd'hui, la Chine... Oui, et vis-à-vis de la Chine, c'est extrêmement difficile, effectivement, pour Poutine d'employer l'arme nucléaire. Il se couperait de son allié chinois, qui, pire, même pourrait se retourner contre la Russie. Aujourd'hui, Xi Jinping, c'est inenvisageable pour lui. Inenvisageable. Pour la Chine, l'important, c'est la croissance, un monde libéral et commercial ouvert, et pas du tout un monde à feu et à sang. Vincent a tout à fait raison. On pourrait voir un basculement si, donc, dans l'hypothèse où il utiliserait une arme nucléaire tactique, on pourrait voir effectivement la Chine se détourner véritablement de son allié russe. Mais une fois encore, je parle d'un Poutine, effectivement, il n'est pas encore acculé, on en est loin, on anticipe, on analyse.
un Poutine véritablement acculé, qui sait qu'il pourrait faire face à un push et qui sait qu'il pourrait se retrouver avec une balle dans la tête, se moquerait éperdument de la réaction chinoise. Je le compare pas à Hitler, faut faire attention avec le mot, mais c'est Hitler, une fois encore dans son bunker, qui voulait faire exploser toute l'Allemagne. Bon, on verra évidemment ce qu'il en sera, et les prochaines heures, évidemment, nous montreront un petit peu les réponses de Vladimir Poutine, parce qu'à Kiev aussi, on s'attend visiblement aussi à une réponse conventionnelle avec des missiles et drones qui seront envoyés, et on sait que Kiev a beaucoup souffert justement en réponse à ces attaques, notamment avec des centaines de drones qui sont souvent lancés en quelques heures sur les grandes villes ukrainiennes. Et Kiev se prépare à ça, avec notamment nos correspondants qui nous indiquent tout ça sur place, notamment sur LCI. On va avancer, on va aborder la question iranienne, parce qu'il s'est passé des choses ces dernières heures du côté du détroit d'Ormuz. On était resté sur un protocole d'accord signé il y a un peu plus d'une semaine entre Donald Trump et les gardiens de la révolution, en tout cas Abbas Araghchi, le chef de la diplomatie iranienne, mais tout s'est accéléré ces dernières heures avec des nouvelles frappes entre les deux, les États-Unis et les Iraniens. Les États-Unis qui ont frappé cette nuit des cibles militaires en Iran pour la première fois depuis 10 jours. Et en réponse, les Iraniens qui ont vraisemblablement répliqué du côté de Bahreïn, puisque l'État a fait état de frappes de drones sur son territoire. Un pétrolier a également été touché aujourd'hui par des projectiles non identifiés, et tout indique que l'Iran serait responsable. On va faire un point avec vous, Pierre Barbin, sur ce qui s'est passé ces dernières heures. Le détroit d'Ormuz qui s'est donc embrasé de nouveau après 10 jours de calme relatif. Que s'est-il passé? En tout cas, la tension n'a jamais été aussi forte. Oui, en tout cas, on va voir que c'est la première anicroche entre l'Iran et les États-Unis depuis le 17 juin et la signature de ce protocole d'accord. On va d'ailleurs reprendre les choses de manière chronologique, car c'est important de comprendre et de voir ce qu'il s'est passé ces derniers jours. Tout commence d'abord jeudi, il y a 2 jours donc, lorsqu'on apprend qu'un cargo est touché alors qu'il franchit le détroit d'Ormuz. On le voit, ce navire, c'est l'Evergreen. Il a ensuite pu reprendre sa route, même s'il a été touché, c'est important de le préciser. Ce qui est important de dire, c'est que ce navire n'est pas américain. L'attaque n'a pas été revendiquée officiellement par l'Iran, mais il faut se souvenir que les gardiens de la révolution menaçaient directement les navires qui empruntaient la route omanaise que l'on voit sur cette carte en vert. Donc cette route qui bordait les frontières du pays omanais juste ici, et demandait plutôt à prendre les routes iraniennes que l'on voit ici en bleu entre l'île de Keshm dont on se souvient très bien, au niveau des frontières iraniennes. Tout ce qu'il s'est passé en tout cas jeudi a suscité la colère d'un homme, Donald Trump, dans son bureau ovale. Il a expliqué sa colère, et il a expliqué, lorsqu'une journaliste lui a demandé s'il allait répliquer, il a tout simplement dit « vous verrez ». Eh bien, on a vu, entre guillemets, dans les heures qui ont suivi, puisque les États-Unis ont répliqué plusieurs endroits visés, des sites militaires iraniens visés. Le CENTCOM américain évoque des lieux de stockage de missiles et de drones, ainsi que des radars côtiers. Escalade, donc, c'est la question. En tout cas, cela a engendré une nouvelle fois une riposte, cette fois iranienne, bien évidemment, revendiquée par les gardiens de la révolution, affirmant avoir attaqué des positions américaines dans le Golfe. On n'a pas su plus pendant plusieurs heures, avant que Bahreïn dise avoir été touché par plusieurs drones. Le ministère des Affaires étrangères de Bahreïn accuse Téhéran, je cite, de saboter les efforts de paix. Ce qui est important de préciser aussi, ce n'est pas la première fois que ça arrive. On sait que Bahreïn a été une cible de choix de la riposte iranienne pendant cette guerre. On le voit d'ailleurs sur ces images satellites. Des sites militaires américains avaient été touchés à Bahreïn, notamment cette base navale, avec les dégâts que l'on découvre ici sur ces images satellites. Merci beaucoup Pierre Barbin pour ce point complet et ces toutes dernières informations ces dernières heures. J'essaye de me mettre dans la tête des téléspectateurs qui nous regardent et qui essayent de comprendre ce qui est en train de se passer. Vincent Crouzet, des frappes directes entre les Américains et les Iraniens, logiquement, on se pose la question d'un retour de la guerre.
Oui, là c'est le siège de la 5e flotte américaine qui a été visé. Donc c'est quand même un symbole très important. Je me tourne vers Romuald. Ever Lovely, ça veut dire quoi exactement? C'est éternellement charmant, non? C'est ça? C'est le nom du navire qui a été visé. Oui, éternel amour, éternellement aimé, éternellement lovely, oui, éternellement charmant ou adorable, éternellement Finalement, adorable. ça symbolise bien la relation entre les États-Unis et les Iraniens depuis le 17 juin dernier, la signature du protocole d'accord à Versailles. Voilà, cet amour qui est particulièrement contrarié et qui finalement vole en éclats, parce qu'à partir du moment où on va avoir chaque semaine de manière récurrente ce type d'incident dans le détroit d'Ormuz ou dans le golfe Persique, signifie bien que ce protocole d'accord ne tient plus. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est de voir la réplique américaine. On l'a vu cette nuit avec des frappes en Iran, et on le voit aussi dans les déclarations américaines. Regardez ce que disait le vice-président américain J.D. Vance il y a quelques heures. La violence appellera la violence. On ne peut pas être plus clair lorsqu'on lit ces déclarations. On va prendre la direction de Washington. On retrouve notre envoyée spéciale Hélène Bonnet. Hélène, bonjour. Lorsqu'on lit ces déclarations et lorsqu'on entend également Donald Trump, est-ce qu'on doit comprendre que les États-Unis sont prêts à repartir en guerre à tout moment ? Alors pas tout à fait, parce qu'il y a effectivement un affichage de fermeté. Vous avez parlé de ces frappes qui ont eu lieu hier soir en riposte à l'attaque iranienne. Elles étaient très limitées dans le temps. Il y a les propos effectivement de J.D. Vance qui a endossé en quelque sorte le rôle de bad cop, de mauvais flic, pour avertir les Iraniens qu'il y avait une ligne téléphonique en quelque sorte qui avait été normalement instaurée entre Américains et Iraniens et qu'ils pouvaient se parler et que la violence entraînerait la violence. Ceci étant dit, ce qui frappe quand même, c'est que Donald Trump n'a pas vraiment haussé le ton. Alors il l'a fait un petit peu, mais il nous a habitués à plus de menaces. Il a mis du temps à réagir après l'attaque iranienne, au moins 24 heures. D'ailleurs, la presse américaine s'est interrogée sur le silence du président. Il a fini par poster un message où il a condamné une violation du cessez-le-feu insensé. Il a redit hier dans le bureau ovale son agacement, mais si vous voulez, Donald Trump, depuis qu'il y a eu des ripostes iraniennes, n'a pas réagi. Alors on sent bien que il y a eu ces dernières heures, donc il a eu notamment un briefing de sécurité, ses réponses sont moins immédiates. Sans doute qu'il réfléchit et qu'il est sur une ligne de crête, parce que Donald Trump ne veut pas jouer l'escalade. Il est à la fois obligé de répondre à ce qui se passe, il ne peut pas laisser ces attaques iraniennes sans réponse, et en même temps, il a un autre agenda. On voit ces derniers jours qu'il se concentre énormément sur la politique intérieure. Il parle d'immigration, il parle des midterms. Vous avez les festivités des 250 ans de l'Amérique qui auront lieu la semaine prochaine, et ça occupe énormément de place dans son esprit, à la télévision, dans ses prises de parole. Donc l'idée pour le président, c'est à la fois de répondre, mais de ne pas entraîner un retour massif des hostilités, en tout cas pas pour l'instant. Hélène Bonnet, merci beaucoup en direct de Washington. Merci également à Morgan Pope qui vous accompagne. Ce qui est très intéressant dans cette séquence, c'est qu'on avait l'habitude depuis le début de cette guerre en Iran à ce que ce soit les Iraniens qui répondent à ce qu'ils appelaient une provocation américaine pour X ou Y raison. Là, cette nuit, en tout cas ces dernières heures, ce sont les Iraniens qui ont frappé visiblement ces pétroliers. Réponse américaine, mais Ulrich Bouna, ce qu'on voit quand même, c'est que les Américains ne veulent pas repartir en guerre. Ce sont les Iraniens qui ont la main sur ce détroit d'Ormuz, encore une fois. Malgré le protocole d'accord, malgré tout ce qu'on nous dit, du côté américain notamment, ce sont les Iraniens qui sont en position de force. Parce que la géographie ne ment pas, tout simplement. Ce sont les Iraniens qui sont au bord du détroit d'Ormuz et qui ont cette capacité de jouer, d'ouvrir ou de fermer le robinet. Mais donc effectivement, et ces frappes iraniennes, elles visent justement à s'assurer que c'est bien eux qui contrôlent l'ouverture du robinet. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voit, sous protection probablement américaine, une partie des navires qui justement évitent en fait ce corridor proposé par les Iraniens et donc les péages qui vont avec, pour passer le long des côtes omanaises notamment, et donc éviter ce péage. Et ces frappes sur les navires, c'est une façon pour les Iraniens de dire aux armateurs, vous pouvez prendre ces voies-là, mais c'est un peu à vos risques et périls, donc passez chez nous en quelque sorte. Et la réponse américaine, c'est de dire aux Iraniens et aux armateurs, non, rassurez-vous, on assure votre protection. Donc, mais ce que ça illustre fondamentalement, c'est que le protocole d'accord qui a été signé est complètement flou, notamment sur le détroit d'Ormuz. On rouvre le détroit d'Ormuz, mais dans quelles conditions? Et ça, c'est pas encore acté. Et ces frappes, c'est une négociation sur les conditions dans lesquelles on rouvre le détroit d'Ormuz. Ils ont 60 jours
pour se mettre d'accord, Claire Cambier. Renouvelable. Le cas renouvelable, effectivement, et on se doute bien que 60 jours ne sera pas suffisant parce que les divergences sont nombreuses. Et regardez, parce qu'on voit cette dernière déclaration des uns et des autres, regardez cette dernière déclaration des Iraniens sur le détroit d'Ormuz. Sur cette question du péage, on le sait, les Américains disent niet, impossible, pas question de faire payer un péage ou quelques sommes que ce soit à des armateurs pour passer. Et les Iraniens qui répondent, quoi qu'il arrive, il y aura quelque chose à payer. Les divergences les opinions sont irréconciliables, Claire Cambier. On n'arrivera pas à trouver un accord sur le détroit d'Ormuz. Chacun campe sur ses positions et là on voit que le protocole d'accord et que le début des négociations sont très très fragiles. C'est que vous mettiez tout à l'heure une citation de J.D. Vance sur la violence, on répondra à la violence par la violence. Ce qu'il dit aussi, c'est que il suffisait aux Iraniens de téléphoner s'il y avait un problème. On rappelle que au début des négociations en Suisse, il y a une cellule de communication qui a été mise en place pour éviter justement les mésententes entre les incompréhensions entre les Iraniens et les Américains. On voit que ça ne fonctionne pas du tout actuellement. Stéphane Marchand. Il y a des inconvénients évidemment à frapper et à réentrer dans une phase de petite guerre et aussi de gros avantages peut-être. Peut-être que à l'intérieur des équilibres politiques au sein de l'Iran font que le pouvoir a intérêt à montrer sa fermeté parce que dans les 60 jours, de manière générale, au fur et à mesure qu'une négociation approche, quand une négociation approche, la guerre devient de plus en plus violente, paradoxalement. Donc c'est au dernier moment, au moment où les derniers équilibres se font, que les combats sont les plus forts et le nombre de victimes, l'histoire l'a prouvé, est le plus important. Donc c'est pas très étonnant, les 60 jours qu'on va vivre vont être comme ça assez fréquemment. Et les Iraniens ont des dossiers de long terme, comme le nucléaire, qui leur tiennent évidemment beaucoup à cœur, mais ils ont des dossiers extrêmement rapides. La nature exacte des levées des sanctions, par exemple, parce que les sanctions ne sont pas toutes levées en même temps par les Américains. Et les Iraniens ont envie de reprendre la possibilité de vendre du pétrole en dollars sur le marché ouvert, et ça, pour l'instant, c'est pas encore absolument garanti. Ils ont évidemment aussi envie de retrouver tout l'argent qu'ils ont déposé dans les banques du Golfe Persique, l'argent qui était là-bas à l'époque où ils vendaient du pétrole sous sanction de manière illégale. Et donc, c'est des sommes colossales. On parle de 100, 130, 150 milliards de dollars, dont évidemment les Iraniens ont besoin pour reconstruire. Romain Siora, est-ce qu'il y a un risque, en tous les cas, est-ce qu'il y a une possibilité que Donald Trump, si ces escarmouches se multiplient, comme nous explique Stéphane Marchand, se dise on abandonne, on n'y arrivera pas, de toutes les manières. J'ai réussi à négocier sur le nucléaire, il trouvera un arrangement sur le nucléaire, sur d'autres sujets, mais qu'il soit capable de dire le détroit d'Ormuz, c'est plus mon problème, on abandonne tout et péage il y aura, tant pis pour ceux qui passeront. Donald Trump marche sur des œufs. D'un côté, on a un président qui, effectivement, n'a aucune envie de repartir en guerre, qui a avalé beaucoup de couleuvres et des très grosses pour obtenir son bout de papier, et qui, effectivement, pourrait laisser tomber pour le détroit d'Ormuz à moyen terme. Et puis, d'un autre côté, on a un président qui est, alors là, acculé, lui aussi, mais différemment que potentiellement pourrait l'être un jour Poutine, par l'opinion publique américaine. Et je ne parle pas uniquement des MAGA. Aux États-Unis, on traite Trump quasiment de traite. On parle de capitulation, enfin on en parle tous d'ailleurs, et c'est une capitulation, ce qui n'est pas passé auprès des Américains, des MAGA, mais des républicains également, c'est l'aspect financier. Une fois encore, avoir dégelé 300 milliards potentiellement d'investissement, le détroit d'Ormuz, avec potentiellement une taxe. En principe, et les Américains sont peut-être pas toujours très cultivés, mais quand même, ils ont quand même appris que ce n'était pas un vaincu qui touchait de l'argent à l'issue d'une guerre. Donc Trump est assez acculé, il doit quand même montrer aux Américains qu'il a des muscles, qu'il est prêt à gronder, mais d'un autre côté, effectivement, il pourrait se dire à the end of the day, comme on dit dans mon pays, allez, laissons tomber pour le détroit d'Ormuz. Le mot de la fin, et d'ailleurs, la région se prépare à ça. Il y a des discussions avec les pays du Golfe, et notamment Oman, pour envisager une solution où il faudrait peut-être payer quelque chose, parce qu'on se dit que les Américains sont peut-être plus là. Effectivement, Oman qui a déclaré qu'ils étaient favorables, et évidemment, le changement aussi de pied de l'Oman pourra peut-être faire basculer les choses. Merci d'avoir
pour animer le grand dossier avec moi, Claire Cambier, Vincent Crouzet, Romain Siora, Ulrich Bouna et Stéphane Marchand. Merci d'avoir été avec nous en direct sur LCI. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Yves Calvi, mais d'abord, c'est le journal avec vous, Pierre Barbin, et on commence avec la chaleur et la canicule qui reculent officiellement. Mais ces effets sanitaires restent devant nous, alerte Matignon. Le système de santé devrait encore être en tension pendant plusieurs jours, tandis que de nombreux indicateurs laissent craindre un lourd bilan humain. À Paris, 109 personnes sont décédées à domicile ces dernières 24 heures, selon le SAMU, contre 7 en moyenne en temps normal. Demain, seuls 24 départements, seuls entre guillemets, resteront en vigilance rouge canicule. Et l'actualité internationale, on en parlait il y a quelques instants, les États-Unis qui ont frappé la nuit dernière l'Iran. Oui, le CENTCOM américain a communiqué des sites de stock de missiles et de drones ainsi que des radars côtiers ont été touchés en Iran. En représailles, Téhéran dit avoir visé plusieurs positions américaines dans le Golfe. Bahreïn communique expliquant avoir été visé par plusieurs drones iraniens, déplorant, je cite, un sabotage des efforts de paix. Israël et le Liban de leur côté ont signé un accord cadre pour trouver une paix durable. Signature étant jugée comme une grave erreur par le chef du Hezbollah, estimant que cet accord était nul et non avenu. Il est humiliant, honteux et représente un abandon de souveraineté, selon Naïm Kassem, accusant le gouvernement libanais de légitimer l'occupation de son territoire par Israël. Et puis un mot du Venezuela, 3 jours après le double séisme, les secours qui continuent de fouiller les décombres à la recherche de survivants. Plus de 50 000 personnes sont toujours portées disparues. La France a d'ailleurs envoyé 85 secouristes spécialisés dans le sauvetage et déblaiement. Ils sont arrivés il y a quelques heures à Caracas, vous le voyez sur ces images, avec du matériel de recherche. Au total, près de 7 millions de personnes dans le pays ont été affectées par ces deux séismes. Merci beaucoup Pierre Barbin. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Yves Calvi qui reviendra sur cette canicule qui touche à sa fin en France. Restez avec nous sur LCI.